السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم Morad de Taqi Academy. Alors, on a vu que chez l'homme, les aliments consommés passent à travers le tube digestif tout en subissant les différentes étapes de la digestion. Les nutriments obtenus par la suite se trouvent au niveau de la lumière de l'intestin et, grâce à ce qu'on appelle l'absorption intestinale, ils vont traverser les cellules épithéliales pour se trouver dans les vaisseaux sanguins ou lymphatiques et arriver aux cellules. Alors maintenant, une question importante qu'on doit poser. Alors, quel est le devenir de ces nutriments au niveau de la cellule? Pour répondre à cette question, on a recours à quelques documents. Alors, on a la consommation maximale d'oxygène chez l'homme suite à la pratique de quelques activités sportives telles que du tennis, du basketball, du football. Et donc, on a ces résultats. Voyez bien que chez l'homme, la consommation d'oxygène dépend énormément du type de l'activité physique réalisée. Or, vous savez bien que chaque activité physique, en fait, nécessite de l'énergie. Et donc, la consommation d'oxygène, apparemment, dépend de l'énergie dépensée. D'autre part, voyez donc sur le document à côté, on a mesuré le volume du sang qui traverse un organe, tel que là, le muscle, que ce soit au repos ou en activité. Le dioxygène utilisé par cet organe, donc par le muscle, au repos et en activité, et puis aussi le glucose utilisé au niveau du muscle, que ce soit au repos ou en activité. Alors, voit bien que ce soit la quantité d'oxygène ou du sang augmente au niveau du muscle en activité, mais ce qui est nouveau ici, c'est que aussi en même temps, la quantité de glucose utilisée a aussi augmenté. Et donc, par conséquent, chez l'homme, la production d'énergie nécessite en même temps du glucose, mais aussi du dioxygène qui est, bien sûr, obtenu au cours de la respiration. Et donc, en fin de compte, la respiration représente un mécanisme en réalité qui permet la production d'énergie. Et donc, chez l'homme, le glucose utilisé au cours d'une activité physique, au cours donc, quelle que soit l'activité qui nécessite de l'énergie, cet nutriment, je parle de glucose, est transformé grâce à l'oxygène respiré en énergie et en même temps, il va avoir bien sûr, comme vous le savez déjà, il va avoir un dégagement du CO2 avec bien entendu la production d'énergie. La respiration est donc impliquée dans la dégradation du glucose en CO2 et en H2O, mais aussi dans la production d'énergie. Alors là, plusieurs questions se posent. Tout d'abord, on va essayer de comprendre comment se fait la dégradation du glucose dans la cellule, mais aussi quel est le rôle de l'oxygène dans toute cette histoire. On peut aussi chercher comment se forment l'eau et le CO2.
Alors, on va essayer donc de répondre à toutes ces questions au cours de ce chapitre intitulé La respiration. Et pour commencer, on a une expérience qu'on doit quand même voir pour rappeler ce qui se passe à l'échelle d'un tissu, à l'échelle d'un organe dans le corps. Alors l'expérience consiste à utiliser un muscle tué, c'est-à-dire constitué par des cellules mortes. Alors ce muscle peut être tué donc par ébullition, donc avec des températures très élevées, et un autre muscle fraîchement prélevé, autrement dit, constitué de cellules qui sont actives, qui sont encore actives, donc capables de produire de l'énergie. Et là, vous avez remarqué certainement qu'on a utilisé des cellules musculaires. C'est parce que, en fait, dans le corps, le muscle est un organe très actif. C'est là où il va avoir une grande production d'énergie. Alors, dans ce dispositif, on a aussi utilisé un colorant, le bleu de méthylène, qui, avec le tube capillaire, permet d'observer facilement tout changement du niveau ou tout changement donc gazeux au niveau de ce tube. D'autre part, au fond du tube, on a placé de l'eau chaude. De chaud, vous savez bien que le de chaud réagit avec le CO2 et devient trouble en présence de ce gaz. Alors, voyons ensemble maintenant les résultats de cette expérience. Alors, on voit bien tout d'abord que le niveau du bleu de méthylène a augmenté. Il a eu donc une montée de ce colorant, donc de ce bleu de méthylène dans le tube capillaire. Et d'autre part, l'eau chaude au niveau du deuxième tube, comme vous pouvez le constater, devient trouble. Alors, ceci montre quoi donc? Ceci montre tout d'abord qu'au niveau de ce tube, il y a eu consommation d'un gaz. Alors, ce gaz consommé, bien sûr, par qui? Par le muscle, ça devrait être l'oxygène. Et en même temps, le muscle a dégagé un autre gaz qui est certainement le CO2, puisque le chaud devient trouble. Et donc, au niveau d'un tissu, on assiste à un échange gazeux qui consiste à une consommation d'oxygène et un dégagement de CO2. On parle alors d'échange gazeux respiratoire. Et donc, lorsqu'on parle en réalité de respiration, ce processus a lieu en réalité au niveau de la cellule. Et le gaz, l'oxygène qu'on respire, qui passe à travers les voies respiratoires, arrive en fin de compte aux cellules de l'organisme. Donc, c'est là où il va voir la dégradation du glucose, grâce à qui? Grâce à l'oxygène consommé par respiration. C'est pourquoi donc on va s'intéresser essentiellement à ce que se passe au niveau de la cellule, ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Alors, on a déjà dit que le glucose subit au niveau de la cellule une réaction de dégradation en présence d'oxygène qui est à l'origine d'une production d'une énergie qui sera utilisée par la cellule bien sûr, avec formation de CO2 et de molécules d'eau. Alors pour comprendre ce qui se passe au niveau de la cellule au cours de ce qu'on appelle respiration cellulaire, on doit commencer tout d'abord par chercher ou comprendre
l'origine des molécules qui sont libérées au cours de cette réaction. Autrement dit, on va chercher l'origine de CO2, l'origine de l'eau, H2O. Est-ce que ces molécules proviennent du glucose seulement? Est-ce qu'elles proviennent du glucose et de l'oxygène respiré? Alors, c'est ce qu'on va essayer de chercher ensemble. Alors, pour répondre à cette question, bien entendu, on doit s'appuyer sur des expériences. Et là, nous avons ces deux expériences qu'on va traiter ensemble afin de répondre à cette question. Commençons par la première expérience. On cultive des cellules dans un milieu contenant du glucose dont le carbone est marqué au C14. C'est-à-dire, c'est un carbone radioactif. Le résultat, le carbone de CO2 rejeté est radioactif. C'est ce qu'on a symbolisé par une étoile d'ailleurs. Dans la deuxième expérience, on ajoute dans le milieu de culture de l'oxygène marqué, cette fois-ci ce qu'on appelle O2 18, c'est la forme radioactive de l'oxygène. On a trouvé que le CO2 formé n'est pas radioactif et que l'eau produite renferme de l'oxygène radioactif. Avant d'interpréter ces expériences, je pense que l'on a qui a des problèmes à comprendre cette technique de radioactivité. Alors, on va essayer de l'expliquer, mais on va essayer aussi de la simplifier pour ceux qui trouvent des problèmes à comprendre cette technique de radioactivité. Alors, donc, il faut tout d'abord commencer par définir qu'est-ce qu'un élément radioactif. En fait, un élément radioactif comme le carbone, comme l'oxygène, émet un rayonnement et ceci permet de suivre ces éléments dans la cellule. Donc, on peut dire qu'ils constituent ce qu'on appelle des traceurs. Autrement dit, des éléments qu'on peut les trouver facilement, qu'on peut voir, qu'on peut les localiser, c'est-à-dire on peut savoir où ils se trouvent exactement dans un milieu donné et au niveau de quelle molécule c'est possible. Alors, je vais essayer de vous simplifier ces choses d'une autre manière qui vous permettront, j'espère, de mieux comprendre cette technique. Alors, supposons qu'on va essayer de chercher, par exemple, où se trouve le carbone, dans quelle partie du milieu, dans quelle molécule. Alors, si on utilise un carbone non radioactif, comme le cas ainsi d'ailleurs, et qu'on l'utilise donc dans le milieu, au cours d'une expérience, eh bien, dans ces conditions, il est impossible de localiser ce carbone. On ne peut pas le localiser. Cependant, si on utilise plutôt un carbone radioactif, ce qu'on appelle d'ailleurs C14, alors vous voyez donc j'ai utilisé cette belle étoile jaune, juste pour vous dire qu'il s'agit d'un carbone radioactif, ce qu'on appelle d'ailleurs, comme j'ai dit, donc C14. Alors, dans ce cas, ce carbone émet donc un rayonnement et par conséquent, on peut localiser, comme vous voyez, voilà, on peut localiser ce carbone quel que soit son emplacement dans l'expérience, dans le milieu. Et donc, en fin de compte, cette technique nous rend facile la détection d'un élément donné. Et d'ailleurs, cette technique, on peut l'appliquer avec le carbone, comme aussi avec l'oxygène. Alors maintenant, revenons à notre expérience. Si vous avez bien compris donc cette technique de radioactivité. Alors,
On cultive donc des cellules dans un milieu contenant du glucose dont le carbone est marqué au C14 comme donc vous voyez là. On a utilisé du carbone C14 contenu dans les molécules de glucose. Donc nous avons un milieu qui contient des cellules et du glucose constitué de carbone radioactif. Donc le but de cette expérience, c'est de comprendre où va-t-il passer ce carbone. Eh bien, on a trouvé que le carbone des CO2 rejeté est radioactif. On sait bien que la cellule, comme on l'a déjà expliqué, respire, autrement dit, consomme de l'oxygène et dégage du CO2. Eh bien, dans cette expérience, on a trouvé que les cellules, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, dégagent du CO2 et que ce CO2 contient un carbone radioactif. C'est pourquoi d'ailleurs on a utilisé cette étoile pour montrer qu'il s'agit d'un carbone radioactif. Et donc, ce carbone radioactif, c'est le même qui se trouve où? Dans le glucose. Ça, c'est le carbone C14. C'est le même qui était dans le glucose. Donc, par conséquent, le carbone de CO2 provient certainement du glucose, qui se trouve bien sûr dans le milieu. On passe maintenant à la deuxième expérience. On ajoute dans le milieu de culture de l'oxygène marqué O2-18. Alors, je dois vous rappeler quand même que O18 ou C14, c'est la forme radioactive de l'élément recherché. Autrement dit, c'est la forme qui permet d'émettre des rayonnements et grâce à ces rayonnements, on peut suivre ces éléments. Ce qu'on a fait avec le carbone, on l'a refait avec cette fois-ci l'oxygène. Et donc on a ajouté dans le milieu qui contient déjà des cellules et de glucose, on a ajouté de l'oxygène cette fois-ci marqué. Alors bien sûr, le carbone de glucose utilisé cette fois-ci n'est pas radioactif. Alors, normalement, au cours de des réactions respiratoires, les cellules vont consommer de l'oxygène et vont certainement libérer de CO2, comme on l'a déjà vu. Alors, voyons le résultat obtenu. Alors, au cours de cette expérience, on a constaté que le CO2 formé n'est pas radioactif, comme vous pouvez le voir. D'autre part, on a trouvé que l'eau produite par ces cellules, elle est plutôt radioactive parce qu'elle contient de l'oxygène radioactif. Alors, d'où provient cet oxygène? Alors, dans le milieu, le seul oxygène radioactif est celui qu'on a ajouté dans cette expérience. Donc, les cellules ont consommé de l'oxygène radioactif et c'est ce dernier qui a été utilisé pour faire quoi? Pour produire de l'eau. Et donc, par conséquent, l'oxygène consommé par la cellule a été utilisé pour produire la molécule d'eau. Et l'oxygène de CO2 devrait provenir de glucose, puisque l'oxygène de CO2 n'est pas radioactif, de glucose, pardon, n'est pas radioactif, comme d'ailleurs l'oxygène du carbone. Et donc, on peut dire que l'oxygène de CO2 provient de glucose aussi. Et par conséquent, le CO2 provient donc de glucose, puisqu'on a déjà dit que le carbone provient du glucose aussi. Alors, cette réaction de séparation d'une molécule de CO2 à partir de glucose ou d'un nutriment d'une manière générale, c'est ce qu'on appelle la décarboxylation. Alors, maintenant, il reste un seul élément dont on n'a pas parlé. C'est quoi cet élément? C'est bien sûr l'hydrogène de l'eau. Alors, vous dites, peut-être, on peut aussi appliquer la même technique de radioactivité. Eh bien non,
pour l'hydrogène, c'est un élément qu'on ne peut pas le rendre radioactif, comme le carbone et l'oxygène. C'est pourquoi on a choisi d'utiliser d'autres méthodes, d'autres moyens. Et on va voir ensemble cette expérience qui va nous permettre de déterminer l'origine de l'hydrogène de la molécule d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé dans cette expérience? On a 3 tubes. Dans chacun, on a placé du bleu de méthylène, surmonté par une couche d'huile. C'est juste pour isoler l'expérience et pour éviter tout contact avec l'oxygène de l'air. Ça, c'est important d'ailleurs. Et puis, dans le deuxième tube, on a ajouté du muscle frais. Alors, bien entendu, dans chaque tube, on a du liquide de Ranger. C'est un liquide physiologique. Ce liquide contient tous les éléments qui permettent de garder ce tissu, donc ce muscle dans notre cas, intact, tel que d'ailleurs ça peut contenir des éléments minéraux, ça peut contenir d'autres constituants qui sont nécessaires à tout tissu comme le muscle. Alors, dans le troisième tube, on a utilisé cette fois-ci du muscle bouilli. Alors, un muscle bouilli, c'est-à-dire un muscle qui a été déjà soumis à forte température. Alors, on se demande ici quelle est l'utilité de bleu de méthylène dans toute cette histoire. Quelle relation existe entre l'utilisation de bleu de méthylène d'une part et d'autre part la recherche de l'origine de l'hydrogène de l'eau. En effet, le bleu de méthylène présente une propriété utile pour nous dans cette expérience. Cette propriété consiste au fait que le bleu de méthylène, c'est une substance qui, lorsqu'elle se fixe à l'hydrogène, il forme ainsi ce qu'on appelle une forme réduite, elle devient incolore, alors que la forme oxydée, ce que vous voyez, c'est une forme de couleur bleue. Et par conséquent, une incoloration peut nous indiquer la présence de quoi? La présence d'hydrogène, ou plus exactement, la libération de l'hydrogène par le tissu. Alors, on a compris, j'espère, les éléments de cette expérience. Voyons ensemble maintenant les résultats. Alors, dans le premier tube, on a constaté que le bleu de méthylène a gardé sa couleur bleue, alors que dans le deuxième tube, il a eu une décoloration, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, mais dans le troisième tube qui contient du muscle bouilli, on a absence de décoloration. Alors, essayons maintenant d'expliquer ce que s'est passé. Donc, dans le cas où il y a une coloration bleue, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il n'y a pas de dégagement d'hydrogène. Mais dans le deuxième tube où il y a une décoloration, ceci montre bien qu'il y a eu du dégagement d'hydrogène à partir de qui? À partir du muscle frais. Donc, dans ce muscle, les nutriments organiques qui contiennent, comme vous le savez, de l'hydrogène, ont subi des réactions qui ont permis de libérer quoi? De l'hydrogène. Et on obtient par conséquent le nutriment avec de l'hydrogène libre dans le milieu. Cet hydrogène, bien sûr, il va se fixer sur quoi? Sur le bleu de méthylène et forme ainsi le BMH2, c'est la forme réduite qui est incolore. Donc, dans le deuxième tube, il y a eu libération d'hydrogène. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la réaction de déshydrogénation. Et donc, d'où provient l'hydrogène pour répondre enfin à cette question?
Alors, l'hydrogène de l'eau, ça doit provenir de qui? Des nutriments qui se trouvent dans le milieu. Et donc, lorsque je parle de nutriments, autrement dit, comme par exemple le glucose, à partir qui va subir une réaction de déshydrogénation pour donner de l'hydrogène. Alors, maintenant, on va s'intéresser au troisième tube. Alors, comment expliquer l'absence de décoloration de le troisième tube? Le muscle bouillit. Il a été soumis à quoi? À forte température. Ça nous rappelle quelque chose, non? Ça nous rappelle quoi? Il y en a des molécules, ou plutôt des aliments qu'on a déjà étudiés et qui, sous l'action de la température, perdent leurs propriétés lorsqu'on appelle configuration spatiale. Il s'agit bien sûr des protéines. Eh bien, dans ce muscle bouilli, il a eu certainement la dénaturation des protéines qui devrait être nécessaire pour cette réaction de déshydrogénation. Et là, on peut poser donc l'hypothèse suivante. Est-ce que cette réaction de déshydrogénation nécessite des enzymes? Et ce sont ces enzymes qui ont, bien sûr, qui sont de nature protéique, comme vous le savez, qui ont été dénaturées à haute température dans le type 3. Alors, cette hypothèse, on va la vérifier grâce aux expériences qui vont suivre. Alors, voyons ensemble cette expérience qu'on va exploiter pour savoir si les réactions respiratoires nécessitent ou non des enzymes. Alors, je vous rappelle que pour le moment, on a parlé de deux types de réactions respiratoires qui ont eu lieu au cours de la respiration, donc au cours de la dégradation du glucose, la décarboxylation et la déshydrogénation. Alors, dans cette expérience, on a utilisé des tissus musculaires, on peut utiliser aussi du tissu hépatique, c'est-à-dire du foie. Alors, le choix, bien sûr, c'est pas n'importe quoi. En fait, le muscle, vous savez bien, donc c'est un organe actif qui nécessite beaucoup d'énergie, donc il consomme une grande quantité d'énergie. Au niveau du foie aussi, il va avoir un grand nombre de réactions. D'ailleurs, au niveau du foie, on a découvert qu'il y en a presque 500 types d'enzymes. C'est l'organe qui contient le plus d'enzymes dans le corps. Et donc tout ça nous a permis de choisir de travailler avec ces deux tissus. Donc avec l'un, avec le muscle ou le foie. Alors, on a gardé le même, si vous voulez, la même technique, c'est-à-dire la décoloration de bleu de méthylène. Donc ici, c'est clair, on va travailler avec la réaction de déshydrogénation pour comprendre si les réactions respiratoires nécessitent ou non des enzymes. Alors, bien entendu, ce qu'on a dit, ce qu'on va déduire à partir de ces expériences, ça s'applique aussi aux autres réactions. Alors, dans le premier tube, qui est donc un tube tumois, on a placé du bleu de méthylène avec du glucose. Dans le deuxième tube, on a du bleu de méthylène avec du glucose, mais aussi du filtrat. Le filtrat, c'est celui obtenu donc à partir des tissus musculaires ou hépatiques. Le filtrat doit normalement contenir des molécules simples, donc des protéines, telles que les protéines, les lipides, etc. Et dans le type 3, on a du bleu de méthylène avec du glucose et du filtrat bouilli, qui a été soumis à forte température. Et enfin, dans le type 4, le tube contient du bleu de méthylène, du glucose et du filtrat. Sauf que les trois premiers tubes ont été placés au bain-marie, donc à 35 degrés. Donc, normalement,
température favorable pour réaction enzymatique, alors que le type 4 a été placé à 0 degré Celsius. Alors, voyons ensemble les résultats. Alors, on voit bien que dans le tube 1, c'est normal, c'est un tube timois, c'est-à-dire qu'on va utiliser pour faire une comparaison. Donc, dans ce tube, il n'a pas eu de décoloration. C'est pourquoi on va assigner moins. Le glucose est encore là, donc il n'a pas eu de dégradation. Et donc, dans ce tube, il n'a pas eu de réaction respiratoire certainement. Donc, il n'a pas eu essentiellement de libération d'hydrogène. Dans le tube 2 maintenant, auquel on a ajouté le filtrat, obtenu suite donc au broyage du muscle au foie, suite à la filtration de ce mélange, etc., eh bien, dans ce tube, il a eu décoloration de bleu de méthylène. Donc, il a eu quoi? Il a eu libération d'hydrogène, certainement. Et donc, il a eu des hydrogénations. Et puis, on voit bien que le glucose est absent, ce qui confirme bien que le glucose a été utilisé au cours de la respiration cellulaire, au cours donc de ces réactions. Et donc, par conséquent, ceci montre quoi? La différence entre le tube 1 et le tube 2, c'est le filtrat. Et donc, ce résultat de décoloration est dû certainement à l'ajout du filtrat. Et donc, ce dernier contient certainement des substances actives qui ont permis la déshydrogénation de quoi? De glucose. Maintenant, on passe au tube 3 et 4. Alors, je vous rappelle que le tube 3 contient du filtrat bouilli, alors que le tube 4 a été placé à 0 degré. Et dans les deux cas, on a obtenu exactement les mêmes résultats. Autrement dit, donc, l'absence de décoloration, c'est-à-dire qu'il a toujours, voyez, la coloration bleue, et la présence de glucose. Donc, ceci montre quoi? Tout d'abord, l'absence de décoloration montre qu'il n'a pas eu de quoi? De libération d'hydrogène, donc il n'a pas eu de déshydrogénation. Et donc, les réactions respiratoires n'ont pas eu lieu. Et puis, la présence de glucose confirme bien que le fait que dans ces tubes, il n'a pas eu de dégradation de glucose et donc de libération d'hydrogène. Donc, par conséquent, on peut dire que cette substance active dont on a déjà parlé dans le tube 2 doit être de nature protéique, puisque lorsqu'on a mis le filtrat à ébullition, eh ben, il n'a pas eu de dégradation. Et donc, quelles sont les molécules qui se transforment sous l'action de la chaleur? Ce sont les molécules de nature protéique qui interviennent dans ce type de réaction. Et donc, par conséquent, les molécules qui se sont intervenues, qui ont catalysé plutôt les réactions de déshydrogénation sont des substances de nature protéique qui sont dénaturées sous l'action de la chaleur, mais aussi inactivées sous ou à 0 degré Celsius. Alors, tout ça permet de dire qu'en fait, la déshydrogénation et par conséquent la réaction respiratoire nécessite des catalyseurs qui sont des enzymes. Donc, les enzymes sont de nature protéique qui peuvent être dénaturées sous l'action de la chaleur et inactivées à 0 degré Celsius. Alors, pour résumer maintenant, on peut dire que, d'après ce qu'on a vu au moins, la respiration donc fait intervenir la respiration cellulaire, bien sûr. Alors, vous avez compris que lorsqu'on parle de respiration cellulaire, on parle d'un processus, d'un mécanisme qui serait à l'origine de production d'énergie dans la cellule. Et donc, cette respiration cellulaire fait intervenir en principe, d'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, 3 types de réactions. Tout d'abord,
ce qu'on appelait la décarboxylation, qui libère de CO2. Cette réaction est catalysée par des décarboxylases, chose qu'on n'a pas dit d'ailleurs. C'est pourquoi on a fait ce bilan, c'est pour ajouter les informations dont on n'a pas vu par les expériences précédentes. Et puis, la déshydrogénation qui libère de l'hydrogène, et cette réaction est catalysée par des enzymes appelées déshydrogénases. Enfin, puisque la dégradation de glucose fait intervenir de l'oxygène, comme on l'a déjà vu, et puis cet oxygène va être utilisé pour former l'eau. Donc, cette fixation de l'oxygène sur l'hydrogène qui donne de l'eau, c'est ce qu'on appelle réaction d'oxydation. Et cette réaction est catalysée par des enzymes appelées oxydases. En fin de compte, on peut dire que la réaction de dégradation de glucose dans la cellule, qui nécessite l'oxygène, en fin de compte, c'est une réaction d'oxydation et qui fait intervenir plusieurs autres réactions telles que la décarboxylation et la déshydrogénation. Donc, en fin de compte, ce qu'on obtient à la fin de la réaction de dégradation de glucose, c'est le résultat de toutes ces réactions. Voilà, je vous remercie bien pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Surtout, n'oubliez pas de bien respirer pour bien produire de l'énergie. Salam alaikum. قبل إن شاء الله مرة أخرى.